Je vous propose donc de vous parler de l'un des organes suprêmes de la gouvernance globale de ce qu'il est convenu d'appeler des communs globaux, à savoir les COP, les conférences des parties, et d'envisager l'effet paradoxal de ces COP sur la dynamique du commun. Et pour aborder cette question, en fait, je l'envisagerai avant tout sous l'angle de la biodiversité. C'est un sujet qui est moins exposé, moins sous les projecteurs que le climat, et qui permet de ce fait d'envisager peut-être avec un peu plus de clémence un certain nombre de questions délicates. Mais même sur la question de la biodiversité, il convient d'éviter deux grands écueils. Le premier écueil, c'est l'explication toute faite à la difficulté que rencontrent ces négociations internationales quant aux résultats qui sont obtenus. Un certain nombre d'égéries, de Leonardo DiCaprio hier à Greta Thunberg aujourd'hui, nous disent que finalement, d'un côté, il y aurait la vérité scientifique, de l'autre côté, la volonté politique. Et bien sûr, le problème viendrait du découplage, de la discordance entre ce que nous savons et ce que nous osons faire ou ne pas faire. Et d'ailleurs, un certain nombre de scientifiques, de chercheurs reprennent avec gourmandise cette lecture en parlant de déni, de dissonance cognitive. C'est une fable, bien entendu, sur laquelle je ne m'arrêterai pas davantage, mais c'est un écueil. En tout cas, il faut à tout prix, on ne peut pas garder cette fable en tête, sinon elle empêche de véritablement entrer dans la difficulté de la matière. Une autre difficulté, un autre écueil qu'il convient d'éviter, c'est d'un côté la désillusion, d'un autre côté l'idéalisation de cette négociation internationale et de ces grandes messes, de ces grands rassemblements que constituent les conférences des parties. Désillusion, vous vous en souvenez sans doute en 2009, quand la conférence de Copenhague donnait lieu à un certain nombre de manchettes dans tous les journaux. Les États ont failli et il appartient désormais à la société civile de se prendre en charge. Et puis, idéalisation, à l'inverse, c'est quand, pour des raisons a priori de fond, on nous dit le problème étant global, la solution ne peut qu'être globale, et donc dans ces conditions, il est absolument indispensable que les États, au plus haut niveau, parviennent à se mettre d'accord. J'essaierai donc d'avoir une approche plus équilibrée en posant une double question. D'une part, est-ce que ces COP ont un rôle par rapport à la dynamique du ou des communs? Et derrière cette question, je serai bien entendu obligé à un moment donné de m'interroger sur s'agit-il d'institutions véritablement adaptées pour traiter de ces communs globaux, de ce commun global que pourrait être la biodiversité, ou désadaptées, comme aurait pu le dire Michel Serres, en ce sens qu'elles ne seraient plus aussi adaptées qu'elles auraient pu l'être pour d'autres questions. Dans un premier temps, j'essaierai non pas de sauver le bilan de ces COP, mais de mettre en avant un ensemble d'éléments qui me semblent indéniablement œuvrer en faveur d'une dynamique du commun. Le premier élément, donc je présenterai 4 éléments rapidement. Un premier élément, c'est tout d'abord que dans le préambule de la Convention sur la diversité biologique de 1992, donc très rapidement, est énoncée l'idée selon laquelle la diversité biologique est une préoccupation commune de l'humanité. Ça peut paraître une évidence, une platitude, mais cela fait 32 ans que ce préambule et cette préoccupation commune continuent d'exister et n'a pas été remise en question. Et au-delà de cette affirmation partagée, de cet horizon commun, il y a 3 grands objectifs qui sont énoncés, qui là aussi, depuis 32 ans, sont toujours confirmés, à savoir la conservation de la biodiversité, la diversité biologique, l'utilisation durable de ces différents éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Donc, un premier horizon commun, un ensemble de grands objectifs généraux qui sont aujourd'hui très largement validés. Un deuxième point qui là aussi montre qu'une dynamique en commun ou du commun est à l'œuvre, c'est qu'un diagnostic scientifique élaboré, étoffé, qui n'a cessé de s'étoffer au cours de ces dernières décennies, s'est constitué progressivement. Avec récemment un rapport de l'IPBES, mais précédemment en 2005, un rapport très important du Millennium Ecosystem Assessment, nourri lui-même de différents travaux. Ce sont des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de scientifiques à l'échelle mondiale qui mettent en commun leurs analyses, leurs expertises, précisément parce qu'il y a cet outil international, global, autour de la diversité biologique, à tel point qu'on est passé de la diversité biologique à la biodiversité. L'objet biodiversité
L'unicité de cet objet biodiversité s'est constituée à la faveur de ces multiples contributions de scientifiques. Et sur ce plan, le diagnostic est assez simple, très largement partagé et stabilisé aujourd'hui. On vient de le lire tout d'abord en prenant le cadre en bas à gauche. Le raisonnement consiste à dire que la diversité biologique, la biodiversité, remplit un ensemble de rôles, de fonctions de première importance. Ce sont ces fonctions ou ces services écosystémiques évoqués par Alain Kersati tout à l'heure. Ils sont au nombre de 4 classiquement, des fonctions de support, de régulation, de prélèvement, des fonctions culturelles. Et nous dit ce diagnostic scientifique, ces fonctions sont extrêmement importantes parce qu'elles résonnent, elles vibrent en rapport très étroit avec les 5 composantes du bien-être humain que sont des éléments d'approvisionnement, la santé, les bonnes relations sociales, la sécurité, une autonomie de choix et d'action. C'est en ce sens que ces fonctions, ces services économiques sont absolument cardinaux parce qu'ils réagissent, ils agissent, ils vibrent en rapport avec ces 5 composantes du bien-être humain. Et face à cela, eh bien, un ensemble de menaces sont identifiées, ont là aussi été élaborées au fil du temps. Elles sont de 5 ordres, je passe très rapidement dessus. Elles sont généralement synthétisées par l'acronyme HIPPO, qui veut dire donc la dégradation des habitats, les espèces invasives, la surexploitation des ressources, le changement climatique et puis les pollutions. Et donc le problème vient de ce que d'un côté, la biodiversité est extrêmement importante, remplit des rôles, a des fonctions et joue de manière massive sur le bien-être humain. Et face à cela, eh bien, des menaces de première importance provoquent une dégradation de ce déclin du vivant. 2 autres points encore qui me font dire qu'il y a une indéniable dynamique du commun autour de la diversité biologique, c'est que un ensemble de dispositifs, ce n'est pas seulement une convention sur la diversité biologique, mais cette convention, aujourd'hui, alimente ce que les politistes appellent un régime complexe de la biodiversité, puisque derrière ce régime, derrière cette convention, ou en complément, en appui, en soutien à cette convention sur la diversité biologique, eh bien, il y a d'autres conventions, la convention sur les espèces menacées, sur le commerce des espèces, pardon, la convention sur les zones humides, Ramsar, et puis des protocoles, protocole de Carthagène, de Nagoya. Ce sont là aussi des dizaines de milliers de personnes, de diplomates, de chercheurs qui sont impliqués dans un processus international qui certes ne se réunit à pour point d'orgue les COP qu'une fois tous les 2 ans, mais qui en réalité fonctionne quasiment en continu avec un certain nombre d'organes, d'organisations scientifiques, d'expertises qui se réunissent très régulièrement entre ces différents points d'orgue. Et donc, derrière la décision apparente qui focalise l'attention des médias une fois tous les 2 ans, il faut bien voir qu'en fait, il y a tout un processus qui implique énormément d'acteurs, des diplomates, des experts, des scientifiques. C'est donc un processus extrêmement de mise en commun d'une expertise extrêmement considérable. Les diplomates dont on ne parle pratiquement pas en temps normal jouent un rôle absolument considérable de composition des mondes, des possibles, des langages entre ces différentes communautés. Et au-delà de tout ce processus, eh bien, dans le cas de la biodiversité, ce qui ne se retrouve pas nécessairement dans le cadre du climat, eh bien, il y a la production d'un cadre stratégique global avec notamment une plateforme de 20 objectifs, les objectifs d'Aichi. Voilà 20 objectifs, des objectifs qui parfois peuvent paraître assez généraux, mais qui sont aussi parfois extrêmement concrets, avec l'idée, par exemple, donc ça c'est une plateforme d'objectifs qui a été définie en 2010 au Japon, valable jusqu'en 2020, qui va donc être révisée, qui est prévu de réviser pour les 10 prochaines années, à Kunming en Chine, si possible, en mai prochain. Et cette plateforme donc, définit ce qu'on ne trouve pas dans le cas du climat, des objectifs relativement précis, qui seront sans doute encore précisés dans la prochaine tranche d'objectifs, notamment l'idée de parvenir à 17% des terres émergées en protection relativement forte, 10% des océans, de faire davantage attention au mode de consommation, de production, et ainsi de suite. Donc, il y a là aussi tout un cadre qui n'est pas qu'un cadre théorique, qui n'est pas qu'un cadre de bonnes intentions, un cadre stratégique avec des objectifs et qui est très déterminant, très structurant, puisque ce cadre stratégique global, il inspire très nettement, très directement les stratégies régionales, à l'échelle de l'Europe par exemple, les stratégies nationales en matière de biodiversité et même infranationales.
La plupart des organes publics s'y réfèrent, s'en inspirent assez étroitement et doivent même rendre des comptes quant aux efforts qui sont faits en matière de biodiversité au regard de ce cadre stratégique global. Dernier point pour essayer de montrer, enfin pour montrer combien cette dynamique internationale n'est pas, en dépit des déceptions qu'elle peut générer, n'est pas totalement vaine, c'est que les diplomates, notamment, s'ingénient à essayer de rapprocher les différents processus internationaux qui, jusqu'à il y a peu encore, fonctionnaient relativement en silo, isolés les uns des autres. C'était vrai entre le climat et la biodiversité, mais c'était a fortiori vrai entre d'autres processus, d'autres négociations internationales portant sur la culture, sur le commerce, sur les aspects agricoles. Donc ce schéma tiré d'un ouvrage récent est rare parce que tous ces aspects que j'évoque devant vous, ces aspects qui concernent la négociation internationale à proprement parler, sont en réalité extrêmement peu étudiés par les chercheurs. Donc là, il y a un ouvrage qui, pour une fois, essaie de parler de ce qui se passe à cette échelle et qui montre qu'il y a des rapprochements extrêmement intéressants avec des médiateurs, des facilitateurs internes, des diplomates de métier professionnels qui essaient justement de ponter ces différents processus ensemble pour montrer là ce qui, de mon point de vue, peut être aussi interprété comme une façon de favoriser une dynamique du commun, une dynamique certes plutôt intergouvernementale, plutôt à un niveau global, plutôt entre des agences et des acteurs qui œuvrent dans des processus onusiens, mais une dynamique bien réelle quand même et qui pourrait alimenter ce que Mireille Delmas-Marty appelait hier ces fragments, pas seulement d'un droit commun, mais d'une gouvernance du commun à l'échelle globale. Pour autant, cette gouvernance globale, eh bien, elle plafonne, elle ne donne pas les résultats escomptés. Et j'aimerais évoquer quatre grandes raisons, quatre grandes raisons de première évidence, pour parler comme Edgar Morin, avant d'aborder des raisons plus subtiles que la biodiversité permet peut-être d'envisager plus facilement que dans le cas du climat. Et j'essaierai de temps à autre de faire des rapprochements avec la question climatique pour montrer des différences ou des convergences. Une première raison pour laquelle il y a une déception nette, forte, d'ailleurs, à Kunming en mai 2015, les experts, les États vont d'abord dire que globalement, ce programme d'Aichi, ce plan d'action dont je vous ai parlé tout à l'heure, est un échec, pas flagrant, mais assez important quand même, dans la mesure où, par rapport à ces 20 objectifs, beaucoup de chemin reste encore à accomplir, même si certaines améliorations, les surfaces protégées, et ainsi de suite, se sont améliorées. L'érosion du vivant, le déclin du vivant à l'échelle de la planète, globalement, continue de s'aggraver. Une première raison de première évidence, c'est que parler de biodiversité, tout à l'heure, Alain Karsanti nous disait les forêts, on ne peut pas en faire des communs globaux. Eh bien, la biodiversité, on pourrait dire, c'est pareil. On peut difficilement dire que la biodiversité, c'est un commun global, que c'est un bien commun de l'humanité, parce qu'il y a des propriétés, parce que cette biodiversité n'est pas n'importe où. À la limite, on pourrait dire que les services écosystémiques, comme le proposait Alain, relèveraient davantage des biens communs ou des communs globaux. Mais il y a une autre raison qui font douter de la biodiversité comme commun global, c'est qu'à la différence du climat, ou plus exactement à la différence de l'atmosphère, qui est indivisible à l'échelle de la planète et qui donc peut légitimement alimenter cette idée de commun global, eh bien, il n'y a pas une biodiversité. Il y a plein de biodiversités qui s'expriment dans des contextes extrêmement différents. Donc, envisager une gouvernance globale d'un objet biodiversité qui est d'abord un objet, un construit humain, c'est pas très simple. Une deuxième raison qui est régulièrement évoquée par un certain nombre de personnes qui ne se sentent pas suffisamment prises en compte par ce processus onusien, c'est que ce processus onusien, par définition, cette conférence des parties, par définition, qu'est-ce que ce sont des parties d'une conférence des parties? Eh bien, ce sont des États. Les seuls États vraiment légitimes, les seules parties vraiment légitimes, ce sont des États. Les autres parties ne sont pas, à proprement parler, considérées comme les parties légitimes. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre
de personnes qui feront remarquer qu'il y a aujourd'hui des ANE, des acteurs non étatiques qui commencent à avoir un rôle d'observateurs, de participants. Donc, ce sont différents groupes, les femmes, les peuples premiers, ainsi de suite, qui ont la possibilité, malgré tout, d'être plus ou moins pris en compte. On nous dira aussi que les grandes ONG de protection de la nature pèsent, bien entendu, autour de ces processus, de la négociation. Tout cela est très vrai, mais néanmoins, à un moment donné, par rapport à ce processus qui se déroule régulièrement dans des grandes enceintes internationales, fatalement, il faut avoir des moyens très solides. C'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles les chercheurs ne suivent pas tellement de près ces processus et ces négociations pour véritablement les suivre au jour le jour, aller d'un endroit à l'autre. Donc, en d'autres termes, l'une des deuxièmes raisons, c'est que finalement, ce qui nous est présenté comme la stratégie globale en faveur de la biodiversité ou contre l'érosion de la biodiversité, puisque c'est plutôt sous cette forme seconde que les choses sont présentées, eh bien, c'est plutôt une stratégie des États. Mais ce n'est pas nécessairement une stratégie globale en faveur de la biodiversité. Il faudrait davantage en parler, mais voilà déjà ce que je peux dire à ce sujet. Une troisième raison de première évidence, c'est que finalement, ces États, aujourd'hui, peuvent assurément avoir une prise sur un certain nombre de paramètres, quand il s'agit de protéger des grands espaces marins notamment, mais il y a des paramètres, des interactions, des facteurs, des processus qui leur échappent complètement. Et c'est très intéressant de voir comment, au cours de ces 30 dernières années, les préoccupations de ces différentes COP ont évolué. Comment, au départ, il s'est agi avant tout de conserver certains espaces et comment on en arrive maintenant à des choses qui pourraient paraître assez extravagantes, puisque dans les derniers objectifs d'Aichi et dans la prochaine mouture à venir, on nous parle de réguler, d'envisager de nouveaux modes de consommation, de nouveaux modes de production. Mais les États, dans quelle mesure peuvent-ils directement peser sur ces éléments ? Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu avec la stratégie Covid du gouvernement qu'on nous dit finalement, le mantra qu'on nous répète, c'est tester, tracer, isoler. Eh bien, finalement, il n'y a pas l'équivalent dans le cas de la conférence, dans le cas de la biodiversité, des COP. Il y a d'un côté ces trois grands objectifs généraux que j'évoquais tout à l'heure, d'un autre côté la plateforme de 20 objectifs d'Aichi, mais il faut véritablement, mais en revanche, l'équivalent du testé, tracé, isolé de la stratégie Covid n'existe pas. La figure que vous avez à côté, ces 5 grands piliers de l'action stratégique, c'est ce que l'on peut reconstituer quand on regarde ce qui est écrit dans les différents documents, quand on analyse plus en détail les objectifs d'Aichi et qu'on se dit finalement qu'il y a 5 grands piliers qui fondent la stratégie globale de la biodiversité. Protéger, préserver, ça c'est un pilier extrêmement classique. Connaître, mobiliser, il faut davantage de connaissances si l'on veut que les citoyens se mobilisent, aussi pilier classique. Et puis il y a un pilier qui vient non pas de la biologie de la conservation comme les deux précédentes, mais plutôt de l'économie qui nous dit tant que la biodiversité n'a pas de valeur, elle risque d'être dilapidée, valorisée, stimulée, il faut donner une valeur aux choses. Un pilier qui vient plutôt du monde des diplomates, des politistes, des juristes, réguler, intégrer les différents dispositifs, les différentes politiques qui demeurent trop fragmentées, pas assez articulées. Et puis un autre pilier qui vient à la limite plutôt de la société civile, des ONG, qui nous dit qu'il faut produire, consommer autrement. Il est très important de réaliser que finalement, cette structure, elle n'est pas vraiment présente aujourd'hui, elle est implicite, elle est sous-jacente, ce qui veut bien dire qu'il y a différentes communautés qui se mobilisent par rapport à la biodiversité, mais ces communautés n'ont pas fait plateforme commune au point de reconnaître une stratégie globale. Et puis, il y a des raisons de seconde évidence, je terminerai bientôt, qui sont plus subtiles, nettement plus subtiles. La première évidence, voilà une étude tirée d'un article publié en 2017 qui montre que l'IPBES, qui est donc l'équivalent de la plateforme intergouvernementale sur le climat pour la biodiversité, pour le faire assez rapidement, est très largement dominé aujourd'hui par les sciences de la conservation, par la biologie de la conservation. Les économistes y ont une certaine présence, mais vous voyez que les autres disciplines qui sont davantage censées représenter l'humain, les relations de l'humain à la biodiversité, les relations entre les humains concernés par la biodiversité ont une place tout à fait marginale. On en arrive à une situation où le diagnostic scientifique dont je vous parlais tout à l'heure, cette idée, ce travail considérable, colossal qui a été fait depuis des années pour montrer
que la biodiversité, c'était des rôles, des fonctions absolument importants pour le bien-être humain, qu'il y avait des menaces très importantes, que donc la rencontre entre les deux faisait problème. Ce diagnostic, il est très fortement dominé en réalité par les sciences de la conservation. Quand on gratte un petit peu, les causes profondes de l'érosion de la biodiversité, il est difficile de les repérer. Derrière le changement climatique, derrière la population, les espèces invasives, ainsi de suite, quelles sont les raisons? Eh bien, dans le diagnostic officiel, ça disparaît assez rapidement. Ce qui reste, c'est que les activités humaines, globalement, sont considérées comme des sources de dégradation. On ne s'embête pas, contrairement au principe de responsabilité différenciée qui a vu le jour dans le cas du climat. Là, il n'y a pas de principe de responsabilité différenciée. Tout le monde est considéré comme, quelque part, prédateur, super prédateur du vivant. Et à tel point qu'il est courant, commun, de voir sous la plume de biologistes, d'acteurs qui ont des rôles importants dans ce processus de la négociation, de dire finalement, il ne nous reste que deux moyens de peser par rapport au devenir du vivant. Il y a la carte des lecteurs d'un côté et la carte du crédit. On retrouve cette diade État-marché, mais il n'y a pas vraiment autre chose. Le commun, sous cet angle-là, il n'existe pas. Il n'existe pas parce que l'humain n'est vu que comme un facteur anthropique. Pour reprendre la formule de Bernard Stiegler, décédé malheureusement récemment, eh bien, l'anthropocène est d'abord vu comme un anthropocène avec un E. L'humain n'est vu que comme un facteur de dégradation, tant et si bien que la conséquence est absolument considérable, puisqu'en fait, ce diagnostic scientifique qui est fondé d'abord sur des sciences de la conservation, en réaction à des avancées, des conquêtes, l'expansion de l'humain, eh bien, il place d'entrée de jeu toute la négociation uniquement dans une lecture de limitation des usages. Il s'agit de limiter les usages, il s'agit de limiter l'expansion humaine. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que le prochain round de négociation va envisager de passer à 30% d'espace protégés à l'échelle de la Terre, en sachant qu'Edward Wilson, à l'origine donc, de cette notion de biodiversité, propose carrément half Earth, c'est-à-dire de passer à 50% de la Terre, laissée à la nature, les humains ayant bien assez des 50 autres pourcents. Il n'est pas étonnant dès lors que le rôle soit confié d'abord aux États. Si les États sont enfermés quelque part dans un processus de régulation de ce fait. Et il se trouve que ce diagnostic, il est quelque part en contradiction assez flagrante avec d'autres symptômes, d'autres signes qui montrent que les relations des humains ne devraient pas être vues que sous cet angle négatif, qu'il y a aussi des rapports des humains extrêmement positifs par rapport aux vivants. Bien sûr, Jane Goodall, on pourrait se dire que c'était une sainte, donc ça ne représente pas grand-chose, mais ces relations positives, ces efforts de restauration et plus encore de régénération du vivant, aujourd'hui prennent des formes très importantes, très significatives, qui peuvent passer par des individus. Dan O'Brien, en Amérique du Nord, qui s'emploie à régénérer la Grande Prairie. On pourrait penser aussi au consortium de multinationales de l'agroalimentaire autour de Danone avec le programme One Health, qui essaie là aussi d'avoir une approche régénératrice des sols et du vivant. Et puis on peut penser bien sûr à tous ces territoires, le Trièves en est un exemple donné à l'écran, qui se placent d'entrée de jeu dans une approche de territoire à biodiversité positive, avec cette idée que donc l'humain a une capacité de contre-processus de dégradation, que l'on pourrait appeler avec Henri Olenian de négantropie anthropique. Tant et si bien que ma proposition, pour reprendre une formule d'Alain Kersati tout à l'heure, consisterait à dire que cette dynamique internationale produit un certain nombre de choses, mais elle a été enfermée quelque part par une lecture de la biologie de la conservation qui voit d'abord l'humain comme un facteur d'impact négatif et qui ne parvient pas, parce que les autres sciences représentant l'humain, les sciences sociales et ainsi de suite, ne sont pas là, ou parce que leur expertise disparaît quand on monte en généralité et en globalité, elle ne permet pas de s'appuyer sur un second levier, un second pilier, qui est celui de la prise en charge active, restauratrice, régénératrice de l'humain. Pour conclure, je dirais deux choses. Que sous l'effet de la globalisation de l'approche et de la volonté d'avoir une stratégie globale, tous ces liens au vivant, tous ces liens au contexte, toute cette importance des échelles méso-territoriales qui permettent
aux différents acteurs de se mettre autour d'une table, d'intégrer des différentes influences, de mettre en commun différentes, disparaît au profit d'un diagnostic qui finit par ne plus voir que les problèmes, plus voir que les facteurs d'impact, mais qui, à l'évidence, rate une partie de la réalité. L'articulation locale, territoriale, globale, pour le coup, se fait assez mal. Et donc, pour renverser la formule qui nous est habituellement proposée, notre maison brûle, mais nous regardons ailleurs, je crois qu'il est important, tout en conservant, en sachant dire combien ce processus international a de la valeur, il est très important de reconnaître aujourd'hui que brûle l'envie d'agir chez les acteurs de terrain, mais les institutions regardent souvent, trop souvent, ailleurs. Merci de votre attention.